C'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement. Après des mois de blocage, les 27 États membres de l'Union européenne ont finalement adopté définitivement la loi sur la restauration de la nature, une législation clé du pacte vert européen qui impose la restauration des écosystèmes abîmés. Avec nous pour en parler, Jean Burkhardt, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur du plaidoyer au WWF, Fonds mondial pour la nature, une organisation non gouvernementale internationale. Avant de parler du fonds, j'aimerais vous montrer un visage ce soir, celui d'une femme, Léonore Gewessler. Elle est ministre autrichienne de l'Environnement. Et c'est un coup de théâtre, une surprise. Sans cette femme, eh bien, cette loi ne serait sans doute pas passée. Est-ce qu'à vos yeux, elle mériterait, cette loi, de porter son nom? C'est une très bonne question. Il faudrait que les actes européens puissent avoir le nom comme ça de ceux à qui on les doit. Et effectivement, avec ce règlement restauration, on a eu beaucoup de rebondissements. Et c'est grâce à cette ministre autrichienne que finalement, on a pu adopter ce texte qui était en discussion depuis 2 ans maintenant. Il lui a fallu un certain courage. Pourquoi? Parce que le Parti populaire autrichien, qui est au gouvernement, le VP, qui fait partie du Parti populaire européen, la droite européenne, eh bien, veut poursuivre cette ministre en justice. Et voilà ce qu'elle dit. Ma conscience me dit sans équivoque que lorsque le bonheur des générations futures est en jeu, des décisions courageuses sont nécessaires. Selon vous, quelle est la portée de cette loi? Comment la qualifiez-vous? C'est une loi tout à fait historique et très importante évidemment parce que c'est la première fois qu'on va reconnaître le rôle de la biodiversité à une échelle européenne. Très concrètement, ce que va imposer cette loi, c'est de demander à tous les États membres, d'ici 2030, d'avoir un plan pour restaurer 20% des terres et des mers européens. Libre à eux de choisir les moyens pour atteindre cet objectif, mais au moins il y a la reconnaissance derrière que nous avons besoin de ces terres, de ces mers, nous avons besoin de restaurer les habitats dégradés, tout simplement pour permettre à la nature de se régénérer et à vivre avec la nature, ce que les 50 dernières années, on va dire, nous ont un petit peu fait oublier. Donc 20% des terres et des espaces à restaurer d'ici 2030, restaurer aussi 30% des habitats en mauvais état, on parle des zones humides, des forêts. Comment faire concrètement pour restaurer cette biodiversité ? Chaque État membre pourra décider de ses méthodes. Mais on connaît beaucoup des méthodes qui peuvent être employées. On sait que les pesticides ont un impact négatif, donc on sait qu'il faut viser à réduire les pesticides dans certaines zones. On sait que les cours d'eau ont besoin d'être libres pour pouvoir permettre aux espèces d'y vivre. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir libérer ces cours d'eau. On sait qu'il faut replanter certaines forêts, replanter avec de la plus grande manière possible des espèces adaptées au changement climatique notamment. On sait que on a eu des tourbières qui ont été asséchées, drainées depuis de nombreuses années. Il faut essayer de remettre la nature à sa juste place et essayer de, non pas gommer parce que ce sera impossible, mais de réparer ce que des années d'urbanisation, de pollution tout simplement et plus généralement de destruction des écosystèmes ont produit. Donc c'est un travail de longue haleine qui attend les États membres européens, mais c'est un travail plus que nécessaire et on le voit tous les jours dans l'actualité avec les catastrophes climatiques qui s'amoncellent. Alors, vous l'avez dit, il y a notamment la question des espèces à réintroduire de manière adaptée face au changement climatique et au réchauffement de la planète. Nous avons voulu vous montrer un exemple, c'est celui de l'Écosse qui a réintroduit le castor. Est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est plus nuancé que ça? Florent Krebsek s'est penché sur la question. Comment ne pas craquer devant cet animal ? Ici en Écosse, comme dans de nombreux autres pays, il était chassé pour sa viande et sa peau. La chasse au castor a ensuite été interdite. Puis des dizaines de ces animaux importés de pays du nord de l'Europe ont repeuplé la zone. Celui-ci est arrivé dans la région il y a 6 mois. L'intérêt écologique de ce retour des castors est indiscutable. Ce bâtisseur frénétique, avec ses barrages et ses dérivations, crée des poches d'eau froide, rafraîchit l'atmosphère, bloque les incendies en imbibant les sols et les plantes. Et en cas de bonus, le castor stimule le tourisme. On vient de loin pour observer ces animaux à l'œuvre. Et dans cette région de Doon, des gens comme Lynn ont créé une activité spécifique autour d'une ferme réservée aux castors. Cela a été un succès incroyable. La première fois que nous l'avons proposé, j'ai reçu 200 courriels dans l'heure qui a suivi de personnes qui voulaient venir les voir. C'est vraiment extraordinaire. À quelques kilomètres de la ferme de Lynn, le castor soulève beaucoup moins d'enthousiasme. Ici, cette pelleteuse est en train de retravailler le sol d'un champ qui vient d'être inondé. Cet agriculteur explique que les berges ont été détruites par les rongeurs, ce qui a provoqué l'arrivée massive d'eau et détruit sa récolte. Il ne mâche pas ses mots. Joe Public is going to have empty plates
Le grand public va se retrouver avec des assiettes vides. Ce sont de merveilleux ingénieurs, mais ils ne sont pas à leur place en Écosse. Si vous voulez dépendre des importations étrangères et si vous voulez abandonner cet endroit à l'état sauvage, c'est ce qui va se passer. La restauration de la biodiversité face aux impératifs économiques, la vie et les bienfaits du castor face aux nécessités de l'agriculteur. Qui va l'emporter? Pour la petite histoire, les castors ont une première fois totalement disparu du territoire écossais il y a 400 ans. Alors que répondez-vous, Jean Burcar, à cet agriculteur écossais? C'est tout le dilemme qui est posé là. C'est la caricature dans laquelle on a voulu mettre cette loi sur la restauration. On a voulu dire que c'était une loi restauration qui était contre l'économie, alors que c'est une loi pour l'économie. Parce que les agriculteurs ont certes à pâtir de certains effets secondaires, on va dire, et de conséquences de la réintroduction du castor, mais ils ont aussi besoin de ce castor tout simplement pour reconstruire la biodiversité et la nature autour d'eux. Les pêcheurs, les agriculteurs, les forestiers ont tous besoin de la biodiversité. Il y a la question de l'accompagnement dans la transition. Et il y a la question de l'accompagnement. Et c'est ça le plus important. C'est quand on dit on veut construire, reconstruire, restaurer, non pas contre l'économie, mais pour l'économie, ça implique de regarder territoire par territoire, habitat par habitat, quelles sont les conséquences d'une réintroduction, quelles sont les conséquences d'une restauration, et d'accompagner, le cas échéant, les acteurs économiques qui y vivent, sachant qu'ils en bénéficieront ensuite. On a plein d'exemples dans lesquels on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les pratiques d'agriculture intensive, par exemple, on se retrouve avec du ruissellement, c'est-à-dire que l'eau ne reste plus dans la terre et les rendements agricoles diminuent en conséquence. Donc on a besoin de réinventer, tout simplement de repenser la manière dont on construit l'économie, mais il faut la construire évidemment avec la nature. Alors pour se faire aussi une idée de l'état de la biodiversité en Europe, il y a 2 indicateurs, je parle sous votre contrôle. Le premier, 25% des oiseaux ont disparu en Europe au cours des 40 dernières années, un quart tout de même, c'est énorme, 60% en zone agricole. Deuxième indicateur, 25% des espèces évaluées sont menacées d'extinction. Prenons les abeilles, comment fait-on pour les sauver? Je crois qu'au niveau des abeilles et en tout cas des papillons, c'est 1/10 qui est menacé d'extinction. C'est le fameux débat qu'on avait sur les pesticides, et on voit bien que l'utilisation massive des pesticides a des conséquences sur les abeilles, sur les oiseaux, sur les insectes, et que les agriculteurs, in fine, se retrouvent tout simplement condamnés par la disparition des abeilles qui sont des pollinisateurs. Je crois qu'on a 75% des pollinisateurs qui ont disparu en l'espace de 40 ans. Ce sont des chiffres énormes et qui évidemment vont handicaper ensuite l'agriculture qui a besoin de produire et qui a besoin de produire de bonnes conditions. Ce qui a été assez frappant avec le règlement restauration, c'est qu'on s'est retrouvé avec des coalitions d'entreprises qui ont eu besoin de réaffirmer qu'on a besoin de restaurer pour pouvoir tout simplement produire et pour pouvoir assurer notre souveraineté alimentaire. On s'est retrouvé avec des entreprises comme Danone, comme Bell, qui se sont emparés de ce sujet pour dire si il faut parler restauration et il faut restaurer. Ouais. Que pensez-vous de l'objectif indicatif de planter au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires dans l'Union européenne d'ici 2030? Je vous vois sourire, il y a un professeur à l'université de Liège en Belgique qui dit c'est un objectif stupide, ça veut rien dire planter des arbres, ça ne fait pas une forêt. Malheureusement, on peut planter un arbre devant TV5 Monde dans la rue, il sera mort demain et ça comptera comme un arbre qu'on a planté. Donc évidemment la question c'est quels arbres on plante, quand et où. Et là-dessus, c'est un objectif qui avait été affirmé également par le président de la République, qui avait dit qu'on planterait en France 1 milliard d'arbres. Nous, on nous a demandé ce sera quelles espèces et ça sera comment qu'on plantera ces arbres. Si ça consiste à couper des arbres qui sont bien portants aujourd'hui pour en replanter d'autres avec des visées économiques, c'est moins intéressant que de chercher à reconstruire des forêts, à reconstituer des écosystèmes. Et pour ça, on a besoin de laisser agir en quelque sorte le miracle de la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planter des monocultures de pins et de sapins en pensant que c'est ainsi qu'on va régénérer cette nature. On a besoin de diversité et on a besoin de vraiment laisser respirer la nature. Alors il y a des pays modèles en matière de réintroduction de la biodiversité. Je pense à l'Australie, pays insulaire mais gigantesque, les Seychelles, beaucoup plus petites mais qui comptent de nombreuses îles. Il y a eu tout un travail de fait, notamment sur l'éradication des rats qui sont arrivés par bateau, notamment celle des chats aussi, qui font aussi beaucoup de ravages en matière de biodiversité. Est-ce que vous diriez, on peut citer les États-Unis d'ailleurs aussi je crois, est-ce que l'Europe n'a pas pris conscience de ce que ça représentait? Parce que là aussi, ça a l'air ambitieux mais on voit encore
encore que, comme souvent en Europe, bon, il y a des mesures, mais on fixe 2030 et... Alors, il y a une grande différence entre l'Europe et un pays comme l'Australie ou les États-Unis, c'est l'étendue du pays. C'est-à-dire que les États-Unis et l'Australie ont de grands espaces complètement déserts dans lesquels il est possible, sans nuire aux activités économiques et aux activités de l'homme, de faire de la réintroduction et de restaurer les écosystèmes. Comme on est un pays et un continent beaucoup plus dense, nous on se heurte très vite à des intérêts économiques qui sont implantés là de manière fort légitime, que ce soit l'agriculture, que ce soit la foresterie. Voilà, on a besoin de réinventer, de reconsidérer la coexistence entre ces activités économiques et les activités écologiques absolument nécessaires de la nature. Moi, je considère qu'en Europe, on n'a pas non plus à rougir. On est un des premiers continents à avoir pris le taureau par les cornes, en quelque sorte, et à s'être lancé dans la lignée des accords de Kunming-Montréal dans ses plans de restauration de la biodiversité. L'Europe, là-dessus, est modèle. La France a fait aussi beaucoup de choses. Il y a de nombreuses espèces. J'étais il n'y a pas longtemps en Alsace. On parlait beaucoup de la cigogne blanche, la cigogne qui avait failli disparaître et qui est aujourd'hui, alors non pas sauvée, mais en bien meilleur état. Donc on est capable d'agir pour la nature et on est capable de restaurer la nature. Et là-dessus, il faut quand même faire confiance à notre capacité en tant qu'Européens, en tant que Français, à agir en ce sens. Mais ça reste un défi, évidemment, c'est difficile. Il nous reste une petite minute. On a le sentiment aussi que la joie aujourd'hui des défenseurs de l'environnement, avec cette législation adoptée, elle vient aussi, bon, il y a la surprise qui est venue de l'Autriche, mais aussi par le fait que ça fait partie du pacte vert et qu'au fond, il y a eu beaucoup de renoncements ces derniers temps face à la crise du pouvoir d'achat notamment. Oui. Pour vous, c'est aussi cette lueur? C'est un soulagement là-dessus de voir qu'effectivement, on a pu aller au bout de cette loi qui a été remise en cause à de nombreuses reprises, souvent pour de mauvaises raisons, puisqu'encore une fois, on ne parle que de plans que chaque État membre devra adopter, donc ça restera la souveraineté de chaque nation. Et il y a un côté rassurant, particulièrement quand on voit que le nouveau Parlement ne sera pas forcément sur la même ligne que celle qu'il était auparavant. Merci beaucoup Jean Burkart d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du plaidoyer au WWF. Merci à vous. Merci.